Bonjour Antoine à la régie et je suis accompagné de Robert Daudelin. Bonjour Robert. Bonjour Guy. Afin de discuter du film Invisible, premier long métrage de Yuna Shif, j'ai bien prononcé, hein? Oui, très bien. Donc, Invisible, à la fois scénariste du film, Invisible, pardon, avec un S, important au pluriel, aborde avec beaucoup de délicatesse un sujet rarement présenté au cinéma, la sexualité des personnes en situation de handicap, mais aussi un regard que vous portez sur les travailleuses du sexe. Voilà. Pourquoi? Pourquoi s'intéresser à ce sujet? Ben, pourquoi s'intéresser à ce sujet? Parce qu'en fait, les travailleuses du sexe, genre, avec des personnes en handicap, c'est devenu un peu à la mode. Parce qu'il y a apparemment, il y a eu des séries qui ont été faites, mais je suis persuadé que quand vous avez commencé à travailler sur ce sujet, il y a probablement plusieurs années, c'était pas, je veux dire, du tout. Du tout, hein? Du tout. C'est le précurseur qui s'est dépassé par l'actualité. Ah, ben, je pense qu'on arrive en même temps, en fait, avec l'actualité, donc c'est vraiment extraordinaire. Pourquoi ce sujet? Ben, en fait, je vous dirais que c'est par l'angle du sujet. Parce qu'en fait, on est bien d'accord, c'est deux communautés qui sont marginalisées, qui sont très peu représentées, et leur représentation est souvent erronée, selon moi. Donc, souvent, c'est des personnes qui sont victimisées, on a l'impression qu'on a besoin de les sauver, de les aider. Puis, dans le film, l'approche, c'est qu'en fait, personne n'a besoin d'être sauvé. Tout le monde est considéré comme des êtres humains à part entière. Les travailleuses du sexe, tu sais, c'est pas celle que j'ai montrée dans le film, parce qu'il existe tout type de personnes, c'est des femmes qui savent ce qu'elles veulent, puis qui s'affirment, puis qui ont envie de faire ce job-là. Et les personnes en situation de handicap ne sont pas misérabilistes, et ils ont envie d'amour et de sexualité comme n'importe qui d'autre. Mais ça reste un sujet audacieux. Pour un premier film, moi je me disais, c'est tout de même assez risqué de jeter à l'eau avec un sujet aussi exigeant. Vous étiez en forme? J'étais en forme, je le suis toujours. Oui, mais je pense que le cinéma qui m'intéresse personnellement, c'est un cinéma qui est social et politique. J'ai envie de faire des films qui ont peut-être pas été traités ou faits de cette manière-là avant. Donc, on peut-tu parler du monde qui a envie de baiser comme n'importe qui d'autre? On peut-tu donner aux femmes... généralement aux femmes, là, par rapport au travail du sexe, le droit de décider ce qu'elles veulent faire de leur corps puis de leur vie? Ben oui, c'est des sujets, c'est des valeurs qui m'importent. Donc, j'ai envie d'y parler, puis j'y vais pas à moitié. Vous avez bien vu le film. Oui. Et ce qui est bien dans le film, c'est que vous assumez totalement votre position, parce qu'on veut pas toujours révéler les fins. Mais les fins, on sent à travers la discussion que dans un amphithéâtre, avec ces femmes, il y a un clin d'œil à tout le monde en parle, où là, c'est un engagement politique. Tout à fait. Tout à fait, vraiment. En fait, le film commence de manière plus intimiste au début, et peut-être avec des moments, avec des erreurs de notre personnage principal. Mais oui, ce film devient beaucoup plus militant et politiquement social plus on avance. Il y a des faits réels qui vous ont servi initialement, parce que la lutte des travailleuses du sexe, ça fait partie du débat public depuis quelques années. Depuis longtemps, je vous dirais. Oui. Mais plus présent, en tout cas, on en parle plus normalement depuis quelque temps. En plus, votre héroïne, cette personne-là, on m'a rappelé qu'elle a existé, elle aussi, elle a eu la référence au passage d'Élisabeth à l'émission de télévision. C'est un truc qui a existé aussi. Il y a eu une travailleuse qui est passée pour parler de ses expériences. Oui, en fait, donc oui, le film est inspiré, en effet, de beaucoup d'histoires. J'ai fait 5 ans de recherche auprès de ces communautés. Je me suis moi-même formée comme assistante sexuelle pour personnes en situation de handicap, pour mieux comprendre les personnages. Donc, le processus que vit Élisabeth, c'est un peu le vôtre également? Pas du tout. Ce n'est pas du tout mon processus. Non, je ne veux pas dire que vous êtes travailleur du sexe. Non, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il n'y a pas du tout de problème. Mais non, je n'ai pas vécu ce processus-là. Par contre, comme vous le dites, j'ai pu éplucher des préjugés, des tabous que j'avais moi-même avant, parce qu'il y a des choses que je ne savais pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas parce qu'on est des mauvaises personnes, mais parce qu'on n'est pas éduqué sur la chose. Donc oui, en faisant 5 ans de recherche, des entrevues et en écrivant le scénario en collaboration avec des travailleuses du sexe et des personnes en situation de handicap,
le scénario s'est transformé. Et oui, c'est vraiment, comme vous dites, c'est des sujets qui sont plus d'actualité parce qu'on en parle, mais c'est des sujets qui existent depuis longtemps, le travail du sexe, puis on essaie de... Mais Invisible, c'est une œuvre de fiction. Absolument, mais le 100%. documentaire pointe du nez de temps en temps. Oui. Et peut-être à cause de la qualité de la recherche derrière le projet. Puis aussi, c'est mon intention d'avoir un côté parce que c'est la frontière du cinéma vérité. Absolument. C'était vraiment le but pour que le public puisse vraiment se sentir dans l'histoire puis puisse vraiment y croire. Oui, puis il y a le côté qui m'a beaucoup touché, c'est la complicité des femmes. Oui. Ça revient périodiquement. Absolument. Bon, quand elles se retrouvent pour le show de burlesque, leur conversation, leur intimité, mais même leur intimité plus limitée, son quotidien à Elisabeth, quand sa copine rentre à la maison, quand elle partage le quotidien de la maison, cette complicité-là est très, très forte. Absolument, mais en fait, ce que j'ai remarqué dans les rencontres que j'ai faites, vu que je suis pas une travailleuse du sexe, mais j'ai essayé vraiment de poser toutes les questions, d'aller à différents endroits, c'est qu'en fait, le travail du sexe, premièrement, est un travail et il y a une organisation derrière ça. Les personnes s'organisent autour de ça. Ils ont une communication, il y a des assemblées, il y a des rassemblements, des open mic. Vraiment, c'est quelque chose qui est uni. C'est pas tout le monde qui travaille dans son petit coin là, puis qui s'invente des règles. C'est vraiment un travail qui est très crédible. Donc, c'était important aussi pour moi de montrer cette union entre ces femmes-là, parce que c'est ces femmes-là que moi, j'ai rencontrées personnellement. Et c'est des femmes qui sortent des stéréotypes auxquels on est habitué. Parce que souvent, on les voit comme des gens... Je ne veux pas rentrer dans les préjugés, mais qui manquent d'éducation. Oui, bien, il y a des préjugés. Et qui le font parce que, je veux dire, c'est leur seule façon de gagner leur vie. Ce qui arrive aussi. Ouais. Mais là, on sent que c'est des femmes qui ont vraiment une bonne tête sur les épaules, qui sont conscientes je veux dire, des difficultés. Parce qu'avec les micros ouverts, ben, c'est ce qu'on note. Qui sont conscientes également des regards que les gens posent vers elles, mais cet humanisme que vous instaurez, que vous installez dans votre film, nous fait prendre conscience, finalement, de notre regard. Oui, mais je pense que toutes les femmes ou les situations que vous venez d'énumérer, tout existe. Il existe de tout et ce film-là, c'est vraiment un point de vue. On oublie qu'il peut y en avoir. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Il y en a, tu sais, ces femmes-là, c'est vraiment comme n'importe qui qu'on peut rencontrer. Il y en a qui ont une éducation plus grande, plus petite, mais oui, c'est ces femmes-là que j'ai essayé de montrer. Le film repose beaucoup sur le personnage d'Elisabeth, qui est un personnage très, très fort. C'est Nadia Essadiki. Oui. Vous la connaissiez comme chanteuse avant? Écoutez, je la connaissais pas. On lui a demandé, on l'a invitée de venir en audition. Et elle a vraiment été extraordinaire. Parce qu'elle a une force incroyable. Absolument. Elle a une force, puis aussi une intelligence de jeu et aussi de se plonger tête première dans ce personnage-là. Elle est venue avec moi à de nombreuses rencontres avec des travailleuses du sexe, à des périodes de revendication avec elle. Elle s'est beaucoup renseignée. Donc, avant même d'entamer les répétitions, on a fait un très gros travail ensemble et aussi elle par elle-même dans ses recherches. Donc, elle s'est donnée, là. Et comment ça se passait, votre travail avec elle, de la diriger, ça se passait comment? Je pense qu'on a beaucoup passé du temps ensemble à lire le scénario, à le décortiquer, fait qu'on avait déjà la qualité de se connaître avant d'arriver sur le plateau. Et elle est quelqu'un de très minutieuse et moi, je suis quelqu'un de très précise aussi. Et donc, on arrivait vraiment facilement à se comprendre. On pouvait se regarder, puis des fois, je disais rien, puis elle disait « Une autre, hein? » Moi, je disais, oui, allez, on en fait une autre. Tu sais, on se comprenait vraiment très, très bien. Puis, c'est ça, je pense que les deux, on est très précises. Parce qu'elle porte de l'intérieur son personnage. Parce que oui, il y a quand même quelques scènes qui sont filmées, je veux dire, en plan assez large, mais la majorité des plans, vous êtes à côté d'elle, c'est son regard, c'est son visage qui porte le film. Absolument. Et ça a l'air facile, mais c'est loin d'être évident à travers, je veux dire, un regard, à travers une tête qui change de direction, d'arriver à proposer une intention, proposer une sensation d'être. C'est pas, je veux dire, évident. Donc, il fallait qu'elle-même
même comprennent bien le personnage pour arriver à l'exprimer à l'écran. Je pense que oui, puis comme vous dites, je suis du genre à filmer très, très proche des comédiens, comédiennes. Fait que j'avoue que j'essaie de... Visages, je les aime, mais j'aime aussi le jeu très petit, dans les subtilités, qu'on voit à peine ce qui se passe, puis on n'a pas besoin de mots pour ça. Puis souvent, je pense que un peu ma phrase que je dis aux comédiens, comédiennes tout le temps, c'est « joue plus petit », donc un peu moins d'émotion, parce qu'on le voit dans leurs yeux. C'est ça. Il y a un équilibre dans le film aussi entre elle, qui est une vraie pro, là, et des non-professionnels. Il y a beaucoup de non-professionnels qui sont là. Oui, il y a des non-acteurs. Cet équilibre-là, comment est-ce que vous arriviez à le gérer? Bien, j'ai beaucoup travaillé avec les personnes non-acteurs qui ont participé au film, dont vraiment les personnes en situation de handicap, qui sont des vraies personnes en situation de handicap, à part un seul comédien. C'est beaucoup de répétitions. Je suis quelqu'un qui répète tout en amont pour qu'au tournage, ça aille pas seulement vite, mais justement qu'on puisse prendre le temps de travailler quelque chose qui a déjà été travaillé et, en amont. Mais ça concerne et ça conserve tout le réalisme de votre propos et aussi du tournage. Parce que les scènes, entre autres, là, un des premiers personnages qu'a rencontré Elisabeth, c'est Floyd. Floyd, oui. Et on y croit. Oui. Moi, j'ai eu le hasard et la chance de lui enseigner. C'est vrai! Oui, au cégep. Oui. Donc, quand je l'ai vu, j'ai dit, OK, je sais que c'est un non professionnel, mais même pour les gens qui ne le connaissent pas, je veux dire, que c'est un non professionnel, qu'il y a quelque chose de vrai chez lui. Puis en plus, j'avais remarqué qu'il vous a aidé dans la préparation. Exactement ce que j'allais dire. Il a été un de mes consultants. Je l'ai rencontré il y a bientôt 10 ans, Floyd, parce que ça fait longtemps que je fais des... ça fait longtemps que ce projet... mais le coquin, il me l'avait pas dit à ce moment-là. Oui, il était au cégep, exactement. Et même au secondaire, quand je l'ai rencontré la première fois. Et ça a été un de mes consultants, justement, pour ensuite les scènes avec les personnes en situation de handicap. Et donc, en fait, on s'adaptait aussi autour de leur handicap. Le but, c'était justement de pas inventer une histoire puis eux doivent s'adapter à l'histoire. C'était plutôt l'inverse. L'histoire, oui, elle était construite, mais les scènes d'intimité, surtout de sexualité, étaient beaucoup adaptées aux handicaps des comédiens, comédiennes. Des comédiens dans ce cas-ci. Vous avez rencontré beaucoup de personnes en situation de handicap pour... Oui. Ah oui, j'ai des dizaines de personnes, là, tant des hommes que des femmes, différents âges, pour parler de sexualité, de leur vie, de leur approche, et aussi de ce qu'ils aimeraient voir dans un film. Comment qu'ils aimeraient se voir dans un film. Oui. Est-ce que c'était dur de les convaincre? Non. Non? Non, parce que c'était willing! Parce que vous filmez de façon... C'est pas brutal, mais frontal. Cru, oui. Cru. Absolument. Et il y a des scènes où ils doivent finalement, je veux dire, vraiment se révéler. Oui. Et ça peut être difficile pour certaines personnes. Oui. Alors que pour eux, c'était totalement normal. En fait, je pense que ces personnes-là, on les stigmatise tellement dans notre société, puis on les montre tellement toujours de la même manière dans la société en besoin d'aide que... Pour une fois qu'on peut parler de ces personnes-là de manière positive, puis qui peuvent amener quelque chose au lieu de toujours devoir prendre, ou en tout cas, c'est de même qu'on les montre, montrer des scènes de sexualité, ils étaient willing, c'est let's go, là, on peut-tu enfin montrer du sexe à l'écran? Pourquoi on en montre dans un film, 100 personnes en situation de handicap facilement des scènes de sexualité? C'est leur redonner leur autonomie. Exactement, c'est pourquoi on ne montrerait pas ces corps-là de manière très... Est-ce que vous avez tourné pendant combien de jours au total? Une trentaine de journées, 32, ouais. Mais ça devait être un tournage assez exigeant tout de même. Oui, avec des grosses... tu sais, quand on tourne des scènes d'intimité, il y a vraiment un processus à suivre puis des règles à respecter. Donc oui, il y avait quand même... Il y a beaucoup de lieux de tournage. Oui. Pour un premier film. Il y en a vraiment. Ne faites pas ça! Vous étiez très audacieuse, là. Il y a 52 comédiens, comédiennes aussi quand... Ah oui? Oui, non, c'était... Oui, c'est ça. On y pense pas, hein? Non. Quand on écrit le scénario pour la première fois, c'est le deuxième qu'on peut... Mais au générique de fin aussi, je me disais, c'est une jeune équipe. À part Aubaglia, là, il y en a quelques-uns. Sylvain Bellemare. Oui. Voilà, on a post-production. Mais dans l'ensemble, par exemple, Luca Boudin, vous le connaissiez déjà? Vous connaissiez son travail? Ou? Oui, on a environ le même âge. Lui a fait l'UQAM pendant que moi, j'étais à Concordia en Film Production. Puis on a été un peu... on a fait quelques plateaux avant aussi ensemble. Et j'aimais...
comment il était. Puis d'ailleurs, notre collaboration est extraordinaire. On a tellement travaillé en amont pour préparer les scènes que rendu au tournage, c'était rapide. Tu sais, je le laissais aller, puis on savait déjà dans quoi on s'en allait. Il savait très bien ce que vous souhaitiez. Oui. Exactement, c'était... Oui. Parce qu'il y a des choix de mise en scène qui sont assez radicaux. On viendra sur le côté burlesque, là, qui est finalement un peu plus de la fiction, avec beaucoup de rouge et ainsi de suite. Mais ce qui m'a frappé, c'est dans les scènes où il y a des échanges sexuels. Oui. Et là, c'est la position de la caméra. Oh ouais. Hein? Et parce que la caméra, je veux dire, elle n'est pas voyeuriste. Parce qu'il y a un danger. Puis c'est bien parce qu'on peut le dire, vous êtes une femme, vous avez un regard féministe sur la situation. Donc, j'ai l'impression que toute forme de voyeurisme était interdite. Et la caméra n'est jamais en plongée. Jamais. Elle est soit à la hauteur d'eux, ou soit finalement en contre-plongée pour essayer d'éviter finalement de montrer les choses, mais vraiment, je veux dire, de filmer. Exactement. En fait, le but, c'était vraiment d'éviter tout male gaze et toute technique de pornographie classique que nous sommes habitués de voir, donc tout ce qui est Internet de nos jours. Oui, donc, et ça vient dans votre film, parce qu'on ne veut pas tout dire, mais c'est clair que les échanges ne sont pas toujours faciles. Elisabeth, quand elle rencontre les gens, a établi une première communication avec eux, et je ne sais pas combien de fois qu'elle dit, là, on n'est pas dans un film porno. Hein? Tu n'as pas besoin de jouir là, tout de suite. Là. Il va y avoir soit une pénétration totale, mais sinon, je veux dire, c'est un plaisir, c'est un moment qu'on pense ensemble. Et ça, c'est intéressant de rappeler toujours qu'on est dans la vie, on n'est pas finalement dans l'exercice de fictionnaliser une relation sexuelle. C'est ça, c'est pas... Ces scènes-là, elles sont pas belles ou magnifiées, elles sont naturelles. Mais ce qui était important pour moi, c'était aussi, avec Luca Boutin, on a discuté énormément, c'est de suivre les actions. Donc, est-ce qu'on essayait de montrer des seins? Non. Mais est-ce qu'on les cachait? Non plus. Donc, le but, c'était vraiment de suivre la mise en scène. Et comme vous dites tout à l'heure, la caméra s'est adaptée à la mise en scène et jamais en plongée sur une comédienne. Là. C'était vraiment par respect. Personne n'est objectifié. Yuna, vous êtes aussi monteuse du film avec Aude. Co-monteuse, co-monteuse. Vous étiez toutes les deux à la table de montage. Ah ouais. Oui. Et ça a duré un bon moment? Un bon moment. Ça a été magnifique de travailler avec Aude Foglia. On a vraiment des conversations très profondes. On s'arrêtait souvent pour partir et parler 3 heures du film et revenir au montage. Puis on l'a vraiment fait à 4 mains. C'était vraiment... Je l'ai commencé au début, là, pour dérocher, mais ensuite, on l'a vraiment fait ensemble. On a changé le film énormément au montage. Est-ce que dans votre travail antérieur, vous étiez monteuse de vos projets antérieurs? Oui, j'ai beaucoup monté. J'aime beaucoup le montage. C'est vraiment une manière d'écrire un film extraordinaire, je trouve. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de pièges dans votre film. D'une part, vous attaquez 2 sujets. Donc, il n'est pas toujours évident de trouver une complicité entre les 2 sujets. Il y a des scènes avec les micros ouverts. Il y a des scènes également où Elisabeth apprend son travail. Il y a des rencontres. Donc, vous vous retrouvez avec énormément de matériel un peu disparate. Hein? Et là, c'est de trouver une harmonie au niveau du montage. Parce que les micros ouverts viennent, je pense, à 4 occasions. Donc, c'est arrivé à trouver cette structure presque en 3 actes, mais qui tient la route. Oui, puis ça, c'est vraiment grâce à Aube, parce que justement, on avait un film beaucoup plus linéaire au début. Les scènes se regroupaient ensemble, les personnages même se regroupaient ensemble. Puis avec Aube, on a réussi, en fait, de créer une structure beaucoup plus dynamique. Donc, un peu, on dynamise aussi, par exemple, les scènes burlesques qui sont un peu plus flamboyantes, et avec les scènes d'intimité qui peuvent être plus lentes. Donc, c'est vraiment avec Aube que ça a été établi. Et tout ça, ça a vraiment été établi au montage. Oui, exactement. Et tantôt on en a parlé, mais j'aime ça qu'on revienne sur le personnage d'Elisabeth. C'est que, oui, c'est quelqu'un, je veux dire, qui est fougueuse. C'est quelqu'un qui prend sa place. C'est quelqu'un qui ose s'affirmer, qui dérange même son cercle d'amis puis sa copine. Mais c'est aussi quelqu'un qui a un doute. Puis, parce que ça aurait pu être un film, je veux dire, qui s'attarde uniquement à des problématiques sociales. Mais il y a également, chez ce personnage-là, des questionnements. Puis, c'est un peu la force du film, c'est qu'elle est dans un moment charnière où elle essaie de trouver sa place, mais elle ne sait pas trop comment. Elle va par essai, par erreur. Donc, le doute dans ce personnage-là devenait important pour elle va construire le film. Ça, c'était au départ dans le scénario? Oui. Vous l'aviez noté? Oui, absolument. J'avais vraiment besoin d'une courbe narrative
possible du personnage, puis pour qu'elle ne soit pas parfaite dès le début. Je veux dire, un personnage qui est parfait dès le début, n'a rien à apprendre. On l'aime déjà, on l'apprécie, tandis que là, le public peut voir les erreurs qu'elle fait. Puis, tu sais, on la juge des fois, on se dit, mais voyons, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis ça? Puis j'avais besoin qu'elle soit... c'est ça, qu'elle réalise et qu'elle apprenne de ses propres erreurs, un peu comme n'importe qui d'autre aussi. C'est pas parce que c'est une travailleuse du sexe qu'elle est meilleure que d'autres puis qu'elle est plus consciente de certaines choses. Je veux dire, ça n'a rien à voir. La question qui tue. Oui. Pourquoi avoir choisi Stéphane Crête pour jouer le personnage de François? Très bonne question. Parce que la majorité, oui, je veux dire, bon, Elisabeth est une comédienne, disons, semi-professionnelle, mais c'est quelqu'un qui est habitué à la scène. La majorité, je veux dire, des gens, je veux dire, qui sont en situation de handicap sont des non professionnels. Mais là, vous ajoutez un comédien professionnel. Oui. Pourquoi? Mais en fait, il y a plusieurs comédiens. Il y a quand même Catherine Bérubé, Victor Trélesturgeon, puis Nadia, elle est professionnelle aussi. Là, c'est juste que certains la connaissent plus comme la bronze, mais alors que Stéphane Crête, on le reconnaît. Alors, Stéphane Crête joue une personne en situation de handicap. Oui. C'est la seule personne qui joue un handicap, contrairement aux 30 autres qu'on voit dans le film. C'est peut-être comme ça que je l'ai présenté. Non, mais c'est correct, c'est correct. Raison. Non, il n'y a pas de problème. En fait, j'ai essayé de trouver un comédien qui est en situation de handicap pour jouer ce personnage-là. Mais comme vous avez pu le remarquer, c'est un personnage qui est très complexe. On l'aime pas. Il est manipulateur, mais en même temps, on le comprend de certaines manières. Et c'est un personnage très difficile à jouer. Et je parle pas de l'handicap, je parle juste du côté psychologique. Et donc, j'ai essayé de trouver des personnes en situation de handicap qui pour jouer ce rôle-là, et je vous avouerai que ça a été très difficile, justement. Tu sais, Stéphane, ça fait 35 ans qu'il joue. Tu sais, on le connaît depuis longtemps, là. Puis après... Au lieu de changer le scénario complètement, puis d'avoir un rôle, disons, un peu plus simple à jouer, moins complexe psychologiquement, j'ai décidé d'aller finalement avec un comédien qui a rencontré beaucoup de personnes en situation de handicap pour se former, qui a vu des entrevues que j'ai faites aussi. Donc, il s'est beaucoup inspiré de vraies personnes. Mais là, j'ai pris la décision que celui-là, ça va être un vrai comédien qui le joue. Ce personnage met en lumière un aspect qu'on a parfois tendance à oublier. C'est ce rapport qui peut exister chez les travailleurs du sexe entre le fait d'être payé, d'être un travail, et le fait que les personnages qu'on rencontre, je ne sais pas si on peut dire des amants, mais deviennent finalement des complices de vie. Ça, c'est assez intéressant de voir que la frontière n'est pas toujours si simple que ça à gérer. Tout à fait. En fait, ça c'est vraiment... Ça, c'est dans vos recherches que vous avez découvert ça? Oui. Puis j'avais aussi envie de montrer une personne en situation de handicap qui agit comme n'importe quel macho. Ou, ça existe, là, je veux dire. Tu sais, les clients qui n'ont pas de handicap, des fois, il y en a des super, puis des fois, il y en a qui veulent moins te payer. Ils ont l'impression que c'est plus une rencontre romantique. Donc, tu sais, il y a de tout. Et j'avais envie de montrer une personne en situation de handicap qui est pas parfaite, puis qui est comme d'autres... pense comme d'autres gars, tu sais, aussi. Mais Elisabeth remet les pendules à l'heure. Oui, il faut. Oui. Et des fois, elle le fait pas comme il faut. Mais des fois, elle le fait pas comme il faut. Elle essaye. Oui. Et ce qui, pour moi, m'a vraiment touché, c'est que c'est la somme, je veux dire, des propositions. Ouais. Des micro-agressions. Oui, des microagressions, mais avec les personnes en handicap. Parce que une scène, oui, il y a des microagressions, mais une scène qui m'a fait extrêmement, je veux dire, rire, même si elle n'est pas comique, c'est le moment où Elisabeth arrive avec ce personnage dont j'oublie le nom, qui a un chien. Frédéric. Et qui est là, je veux dire, finalement, bon, elle s'en va, je ne veux pas faire comme Mère Teresa, mais elle a une image, elle a une idée et tout. Puis là, elle se fait surprendre parce que finalement, il est en couple. Et que lui, il annonce que oui, c'est une relation ouverte, qu'il aime bien, puis que la copine, je veux dire, de Frédéric lui dit non, il n'y a pas de problème, je vais juste te rencontrer, puis allez-y. Et là, elle est vraiment, je veux dire, déstabilisée. Et ça, je trouve ça intéressant. Puis vous nous sortez encore de nos préjugés face à des personnes en situation de handicap. Je veux dire, il peut y avoir plusieurs vies possibles. Il peut y avoir plusieurs types de relations ici sexuelles. Exact, parce que justement, on pense aux personnes en situation de handicap qui sont souvent asexuées, qui ont juste besoin d'une travailleuse du sexe pour rencontrer quelqu'un. Mais ce gars-là, Frédéric, il a une blonde, il est en relation ouverte, puis il avait juste envie de baiser.
ben, il a le droit de demander de voir une escorte, il n'y a pas de problème à ça. Puis je voulais aussi justement montrer ce côté-là. Et ce qui fait un peu switcher la mentalité d'Elisabeth, c'est qu'en fait, elle voit qu'elle n'est pas juste là pour aider, c'est que c'est un travail qu'elle faisait, comme elle le faisait avant. C'est juste que ce client-là, il a un handicap. Oui, mais ça, c'est ça. C'est comme la situation avec celui qui est joué par le comédien. C'est la notion de travail qui revient à l'avant-plan du film. On n'y échappe pas. Ça nous est redonné comme repère essentiel pour juger de ce qui se passe et poursuivre la démarche d'Elisabeth. Exactement, mais c'est pour ça aussi que le film parle de décriminalisation du travail du sexe. Ouais. Parce qu'on parle de décriminalisation voulant dire qu'on reconnaît que c'est un travail et qu'on n'a pas besoin de criminaliser. Les travailleuses du sexe ne seront pas criminalisés, mais tout ce qui est autour l'est. Donc, exactement, il faut qu'on se souvienne, c'est un travail. C'est pas une exploitation dans le cas de ce film-là. Jusqu'à quel point le film qu'on voit était écrit au scénario? Il était écrit au scénario. Il était vraiment écrit au scénario. Ouais. Donc, c'est vraiment toutes vos recherches qui vous ont amené à présenter ces différents sujets. Ouais. Parce que toutes les open mic, là, excusez le terme anglais... Ils étaient prévus. Ils étaient prévus. Ils étaient prévus. Donc, c'était des rencontres que vous aviez déjà... Tout est scénarisé, tout est prévu. Il y a beaucoup de choses qui sont très inspirées du réel, là, puis des histoires réelles. C'est pour ça qu'on a un côté très documentaire, mais tout est scripté. C'était facile pour eux de rejouer ces rôles-là, pour garder l'aspect réaliste? Parce que c'est ce qui nous frappe, parce qu'on a vraiment l'impression d'être parmi eux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Au niveau des comédiens? Oui, ben tout le monde est des comédiens. Ouais. Donc, comédienne. Donc, oui, c'est juste qu'on avait vraiment... vu que j'ai été à beaucoup de open mic, j'ai vu comment ça se passait. Okay. Donc, on a vraiment pu essayer de se rapprocher le plus possible de ce côté de... Vous savez, comme When Harry Met Sally, tu sais, il y a des moments où on voit qu'il y a deux personnes qui parlent, mais vous savez, c'est des comédiens qui rejouent ces moments-là, qui sont inspirés de documentaires. Donc, c'est un peu dans ce genre-là. OK. Un film que j'aime beaucoup. Ouais. C'est un bon hommage aussi à Bob Ryder qui vient de mourir. Et qui a une scène aussi, je veux dire, qui fait partie de l'histoire. Anthologique. Est-ce que vous pensez, je veux dire, que... Parce que ça reste que c'est un film qui est marquant socialement. Il ne faut pas se le cacher. Jusqu'à quel point vous pensez que cette œuvre-là peut devenir utile? C'est une grande question, hein? Oui, mais c'est une question importante. C'est une question importante parce que vous êtes engagé, je veux dire, socialement. Puis j'ai l'impression qu'il y avait derrière, je veux dire, ce film-là aussi, cette préoccupation-là. Tout à fait. Là, vous l'envoyez à l'écran. Les discussions après le film sont importantes. Oui. Il devrait aussi, je veux dire, y en avoir. Oui. Pour vous, le cinéma peut être une œuvre utile socialement? Je pense que oui. Et pour moi, c'est ce que j'essaie de faire. En fait, pour moi, l'art, contrairement à ce que certains viennent dire dans les dernières nouvelles, est politique. Je pensais à Wenders. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas noir et blanc ce qu'il a dit, c'est nuancé. Mais pour moi, l'art peut être politique, tout type d'art. Et en fait, comme vous dites, très social. Demain, la politique ne va pas changer parce qu'un ou une politicienne a vu le film. Par contre, quand les mentalités changent d'une population, je pense que c'est là qu'on peut commencer à avancer certaines nouvelles choses, certaines visions, parce qu'il faut quand même qu'une majorité puisse déstigmatiser certaines préjugés qu'il et elle avaient. Donc, je pense que... Je posais la question, puis pour moi, elle est importante parce qu'on peut s'attarder, on peut s'arrêter à la façon que vous filmez les scènes, cette frontalité dont on parlait, mais pour moi, le film, c'est essentiellement, je veux dire, une œuvre engagée. Oui. Les premières images, on voit les filles en manifestation, on dit on veut des putains de droits. À la toute fin, on revient essentiellement aussi sur ces questions-là. C'est qu'au-delà, je veux dire, de démarginaliser certains groupes, il y a une œuvre sociale. Oui, ce film est revendicateur, puis ce film, je pense, n'a pas peur de brasser des sujets qui vont déranger certaines personnes, mais je pense que quand on dérange, c'est peut-être là qu'on vient aussi peut-être changer certaines mentalités. Oui, mais l'art sert à ça. Ça, c'est pas si mal. Pardon? C'est pas si mal de déranger. Ah, c'est pas mal de déranger. Moi, j'aime ça déranger. C'est drôle. Alors, regarde, vous pouvez pas le voir, là, mais il y a un sourire quand elle dit « j'aime ça déranger ». Il y a un beau sourire. Le cinéma peut servir. Invisible, il faut le rappeler, et en salle, après avoir été vu à Cinémania, il est en salle
Il a été primé en plus. Et en salle, à la Cinémathèque, au Moderne, au public. À Québec, est-ce qu'il va à Québec Oui, bientôt? il va à Québec. Tout de suite, là, à partir du 13 mars, au CLAP. Au CLAP. Et puis, il est à Beaubien aussi, du Parc. Donc, plusieurs cinémas. Et à Québec aussi, même fin de semaine. Très bien. Merci beaucoup, Yuna. Merci, Yuna. Pour Invisible. Merci beaucoup.